Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma très à chaud, c'est non sans émotion que je vais vous parler du tout nouveau long métrage de Steven Spielberg, sorti aujourd'hui nationalement en France, même si beaucoup de gens l'ont vu en avant-première, The Fabelmans, probablement l'œuvre la plus autobiographique du monsieur, qui donc se met en scène durant ses années adolescentes, un petit peu enfance au début, et il a choisi un acteur assez inconnu pour l'interpréter, donc entre l'âge de 15, 18, 19 ans, grosso modo, un certain Gabriel LaBelle. À ses côtés au casting, nous avons Michelle Williams, très importante dans le rôle de la mère, Paul Dano, lui aussi capital dans celui du père, Seth Rogen, qui joue un ami de la famille, il y a aussi Judd Hirsch, le temps d'une scène, interprétant un oncle assez charismatique. Et vers la fin, David Lynch, oui, monsieur David Lynch, qui joue un autre réalisateur qui a eu une importance capitale dans le parcours cinématographique de Steven Spielberg. Bon, ça a été révélé de partout, mais si jamais des gens ignorent encore qui, je laisse un mystère. De toute façon, je ferai une zone spoiler à un moment. Et bon, vous me connaissez peut-être. Je suis un grand fan de Steven Spielberg. Pour moi, c'est un peu un second papa, le papa cinéma, celui qui m'a fait adorer le 7e art, le voir autrement grâce à Jurassic Park. Et ici, donc, allez voir sur grand écran une œuvre qui lui est très chère et qui raconte un petit peu comment il est devenu fan de cinéma et comment il en a fait son métier à terme. C'était très important pour moi. En plus, la veille, j'ai revu son œuvre précédente, West Side Story, encore à la hausse. J'ai été bouleversé, peut-être même plus que lors de ma séance cinéma d'il y a un peu moins de 2 ans. Tous les signaux étaient au vert, donc, pour que j'adore un film qui se déroule entre son enfance et ses premières années de faculté. Alors, je dis son, c'est quand même avec quelques éléments fictifs, et puis ça ne s'appelle pas de Spielberg, mais de Fabelmans, mais bon, quand même. Entre le New Jersey, puis l'Arizona et finalement la Californie, et donc on va voir un jeune garçon qui en 1952 va tomber amoureux du 7e art en allant voir The Greatest Show on Earth, sous le plus grand chapiteau du monde, et qui à partir de là va vouloir mettre en scène les choses, un accident de train, puis plus si affinité, et les moments de famille, et aussi avec ses amis. Et au fil des années, de certaines évolutions au sein notamment de son couple parental, du couple parental, eh bien il va grandir forcément, vivre des choses, et s'imprégner de tout ce qu'il y a autour de lui pour construire son rêve et aussi découvrir la réalité des choses d'une certaine manière. Je reste vague. Et tout ceci sur 2h30. Bon, eh bien je ressors de là. Je ne suis pas déçu. C'est un film vibrant. En fait, ça ne va pas être l'extase absolue que j'aurais pu imaginer. Et pour cause, c'est la réflexion ici qui prévaut. Il y a des choses qui sont peut-être plus complexes qu'il n'y paraît, c'est pas d'une évidence absolue. On n'est pas dans une certaine niaiserie que certains auraient pu attendre, parce que oui, bon, Spielberg, il est parfois raillé là-dessus. Donc, un film sur sa vie, plus ou moins, etc. Oui, on est dans l'émerveillement, il y a beaucoup de choses, surtout vers le début, mais très vite après, il y a ce rapport entre rêve, fiction et réalité, terre à terre. Tout ceci cristallisé par ses deux parents. Tant et si bien que c'est un film qu'il va falloir revoir, qui sera passionnant à analyser, et une fois que je serai rentré chez moi après une autre séance de cinéma, parce que j'en ai enchaîné une autre là, je pense que j'irai voir pas mal de vidéos de certains camarades et lire aussi certaines critiques, parce que à mon avis il y a des échanges formidables qui doivent être faits et qui ont déjà été entrepris sur un film qui est passionnant, plein de raisons. C'est un petit peu une forme de testament qu'il laisse aussi ici Spielberg, mais avec toujours cette envie d'aller de l'avant. Et évidemment c'est poignant sur plein de points. On le sait, le cinéma de Spielberg a toujours été cristallisé donc par les relations familiales, souvent avec le père absent, mais aussi avec rarement un personnage féminin au premier rang. Ici, c'est le cas, pour le coup. Il y a un personnage féminin marquant dans le premier rôle. Pour moi, Michelle Williams est, on va dire, la clé de voûte, enfin, la mère est la clé de voûte du film. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les films qu'il a fait précédemment, beaucoup, hein, eh bien il y en a très peu qui mettent des femmes au premier rang. Il y a La couleur pourpre par exemple, il y avait Sugarland Express au début, dans une moindre mesure Le bon gros géant aussi, West Side Story,
son dernier, qui mettait quand même des personnages féminins avec une certaine force et avec un discours même féministe sur la fin, et bien là, on comprend pourquoi à travers l'histoire de ses parents. Parce que, grosso modo, ce qui est dit dans le film, c'est 90% de vérité. Et même des choses qu'il n'avait jamais osé révéler avant. Et ça, j'y reviendrai sur la zone spoiler. Et on comprend pourquoi, à la fois, Spielberg a eu du mal à mettre en scène un personnage féminin fort durant sa carrière, pour plein de raisons. Parce qu'il l'a souvent mise en scène adolescent, sa maman. Et pourquoi aussi il y a cette absence du père qui va se construire par rapport à ce qui va se passer dans la famille. Mais au-delà de cela, nous avons aussi un film qui a des moments feel good, des moments un peu durs hein, aussi, ça c'est sûr. Et on va voir donc l'évolution de ce jeune homme. Et ce qui est très touchant, c'est que à travers donc l'enfant et l'adolescence Spielberg-Fableman, on a énormément de références au cinéma de Steven Spielberg. Dès le début, évidemment, en projection, lumière, le jeu des lumières toujours. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la lumière vient du père sur la première partie du film, puisque le père, c'est le scientifique, plus ou moins en rapport à l'électricité. Donc, au moment même, c'est lui qui éclaire au début les premiers films. Enfin, c'est avec ses lampes, etc., qu'il amène. Donc, il y a ça. Et on sait que la lumière est une importance capitale dans le cinéma de Spielberg. Il y a aussi l'effet miroir. Et là, c'est plutôt la mère, je pense, sur le miroir. Donc, on comprend certaines choses et certaines obsessions. Et oui, le rapport à la projection, vous avez pensé évidemment à beaucoup de films du genre, tiens, Cinéma Paradiso et tout. On voit dans les yeux de l'enfant, qui est interprété par Matteo Zorion, Francis DeFord d'ailleurs, cet émerveillement, cette fascination et aussi cette découverte du monde. Et au début, tu as l'impression d'avoir le personnage de Haley Joel Osment dans AI, Intelligence Artificielle, par exemple. Il y a ça. Après, à un moment, quand il y a l'apparition de l'oncle comme ça, un petit peu de loin, c'est Rencontre du troisième type. Évidemment, le côté Super 8, caméra portable, etc. Il y a plein de petits trucs comme ça. Le fait qu'il soit avec ses potes scouts, quand il fait ses premiers films, vraiment. Là, ça rappelle un peu Indiana Jones, quand il est jeune, hein, on le voit en version jeune. Il y a plein de petits trucs comme ça, et forcément, cette imagination qu'il peut avoir, et cette envie aussi de remettre la réalité à travers les images. Et parfois, la réalité va le rattraper aussi. Et c'est ça aussi le film. Donc, il convoque son propre cinéma, mais il n'en fait pas des tonnes. En plus, c'est pas une tartine, genre tiens, il va y avoir une référence à ça, etc., etc. Après, si on cherche, si on creuse, on va peut-être pouvoir aller, y avoir des clins d'œil qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Par exemple, à un moment, il y a un singe de compagnie, tu vas penser au singe de Indiana Jones, enfin dans Indiana Jones. C'est des détails comme ça. Mais au-delà de cela, c'est surtout par rapport à ces thématiques que le film prend une grande force. Et bien sûr, tout ce qui va advenir de lui, avec ses premiers courts-métrages, on voit les vrais premiers courts-métrages de Steven Spielberg. Quand il sort du Greatest Show on Earth, sous le plus grand chapiteau du monde, comme ça en 1952, il a envie de reproduire l'accident de train qu'on voit, et avec des maquettes, ça a vraiment été fait. Je crois que même il l'a filmé, comme là on le voit dans le film. Et c'est le père qui lui permet cela, mais la mère aussi, elle l'encourage. Et le père, après, il va être plus terre à terre, il va pas vouloir voir son fils vraiment faire une carrière dans tout ça, alors que sa mère, elle est artiste. Science et artiste, voilà, scientifique artiste qui s'opposent. Mais c'est pas non plus d'un côté, il y en a un qui s'oppose, il y en a un qui est absolument à fond. Hein. C'est intéressant ça. Et on comprend d'ailleurs le côté technique de Spielberg qui vient du père, et le côté artiste imaginatif qui vient de la mère. Hein. Les chats ne font pas des chiens. Et donc, il y a tout cela. Et après, forcément, à l'adolescence, oui, je le disais, c'est ça hein, que je voulais dire, les courts-métrages que l'on voit, qui sont un truc de western, c'est marrant parce qu'il a commencé grosso modo avec un western et maintenant il rêve d'en faire un Spielberg, ce sera peut-être son dernier film, on ne sait jamais. Et un truc qui s'appelle Escape from Nowhere, je crois, qui est un film de guerre qui existe vraiment. Et donc, là, c'est du Spielberg qu'on voit dans le film. C'est ça qui est intéressant, même si c'est pas son nom, c'est Fableman. Fableman, l'homme de fable qui raconte des histoires, c'est ça, hein, c'est Spielberg en fait. Bref, de toute façon. Et c'est très touchant, je trouve. C'est très fort, c'est très marquant. Parce qu'il s'implique énormément là-dedans. Et puis évidemment, c'est l'évolution après de ses parents qui va avoir l'importance. Quand il va arriver aussi en Californie, où il va être face aux faux rêves américains, parce qu'en fait, il va parcourir vers l'ouest, mais quand il va arriver en Californie, c'est beaucoup plus dur au lycée, par exemple. Il y a un discours aussi sur l'antisémitisme, c'est intéressant, et qui est retourné de façon presque humoristique en deux temps sur la fin, avec la jeune fille avec qui il a son premier amour et son harceleur, là. Mais ça, je dirai plus certaines choses dans la zone spoiler. Donc, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, qui a une réalisation très classique à la Spielberg, mais
on ne pouvait pas en avoir autrement. Donc lumière, miroir et le regard des gens aussi, tout cela est bien sûr présent. Le jeu sur la ligne d'horizon, on pourra en reparler après avec la zone spoiler, évidemment. Mais justement, j'en arrive là. Alors, spoiler, c'est juste parce que j'ai besoin d'évoquer cela pour donner, pour moi, la clé du film, enfin, sur le premier visionnage. Donc, spoiler, oui, ça, on ne pouvait pas forcément le savoir en voyant les synopsis et tout. Ses parents se séparent à un moment. Pire, il y a un secret dans la famille Fableman. Et le secret, le jeune, donc qui s'appelle Sammy, va le révéler à travers les images qu'il filme. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'il va filmer, il va révéler une vérité. Et le cinéma qui révèle la vérité. Cette vérité, donc, que sa mère a une relation avec l'ami de la famille joué par Seth Rogen, Benny. Et en fait, ça a été révélé récemment. C'est un truc qu'il voulait cacher de sa vie privée. Et peut-être qu'il en a voulu ou pas à sa mère, ou qu'il en a voulu à son père. Pourquoi sa mère s'est mise un petit peu à avoir cette relation? Parce que le père était absent, absorbé par son travail. Père absent, Spielberg. Il y a toute une complexité là-dessus. C'est pas si simple. T'as l'impression qu'il a fait ce film aussi pour vaincre des démons, pour pardonner, que ce soit autant à la mère et au père, qui sont devenus des étrangers l'un pour l'autre, et lui, ça l'a bouleversé, ça l'a brisé d'une certaine manière, comme beaucoup de divorces peuvent briser des enfants. Et à travers cela, donc, c'est marrant, des images qu'il capte, alors ça c'est peut-être la fiction par contre, il va donc découvrir le poteau rose que tout le monde ignorait. Et moi je trouve ça absolument fort, le pouvoir du cinéma des fois. Bon, ici c'est quasi documentaire en fait, quand on y pense là, mais c'est terrible. La façon aussi d'après dont on le voit, cette scène est terrible quand il découvre en faisant le montage. C'est un décrescendo comme ça et ouais, moi ça m'a bouleversé. Et après donc il y a tout ce parcours de cette mère aussi qui est très forte, qui veut prendre sa liberté, qui on le sent a été étouffée par ce mari qui ne pense qu'à son travail avant tout, et c'est à cause de lui qu'on change d'endroit. D'abord on quitte le New Jersey, après on va en Arizona, elle s'y plaît mais ils vont devoir aller en Californie, elle pète un plomb, en plus elle vit un deuil, il y a donc ce déracinement qu'elle ressent, et lui il en tient pas compte, donc on peut comprendre aussi, même si ça reste un peu évasif, et tant mieux, on n'a pas non plus d'explication précise sur le fait qu'elle ait eu cette relation, mais on comprend au-delà des mots. On est dans l'évocation ici. Et à côté, on a Sammy qui en souffre, et qui va lui-même voler de ses propres ailes en rencontrant donc ce lycée, ce harceleur et cette première petite copine. Et là-dessus, il y a toute une blague sur la religion, parce que sa petite amie, elle est à fond chrétienne Jésus, alors que Sammy, il est juif, et donc forcément... il y a presque de l'humour juif sur Jésus là, dans le film, à un moment, c'est très amusant, c'est très fort. Et puis, ce qui va se passer avec le harceleur, enfin, il y en a deux de harceleurs, mais celui principal, le big boss, beau gosse du lycée, qui à la fin va être mis en tant que héros dans le film de fin d'année du lycée. Là aussi, le pouvoir des images, le pouvoir du mensonge, comment détourner la réalité, en faire une fiction, c'est ce qu'il fait avec ce harceleur. Et ça le déstabilise, son harceleur. C'est parce qu'il ne se reconnaît pas là et ça le fait craquer. Et c'est ainsi que Sammy gagne son respect. Ça, c'est très fort. Le cinéma a ce pouvoir aussi. C'est magnifique. C'est génial. Il y a des scènes comme ça. Ça fait un sens absolu. Puis après, il va poursuivre son rêve jusqu'à Los Angeles, où il va rencontrer David Lynch. Mais pas David Lynch, évidemment. John Ford, interprété par David Lynch. Et à ce discours sur la ligne d'horizon, si c'est en haut et en bas, c'est intéressant. Si c'est au milieu, ça ne l'est pas. Et le dernier plan du film, on voit Sammy partir et la caméra qui joue avec, allez, ligne d'horizon en haut, en bas, comme ça. C'est génial. T'as de l'humour là-dedans, même sur l'obsession peut-être de Spielberg et donc d'autres cinéastes. C'est un film complet, il y a tellement de choses à dire. On pourrait aller beaucoup plus loin encore, mais là je suis à chaud. C'est un film que j'ai vécu à fond, mais peut-être pas comme je l'aurais imaginé. Je m'attendais à être bouleversé. Bon, il y a 2-3 scènes, je l'ai dit, qui m'ont touché. Grâce à Michelle Williams, entre autres, qui est absolument forte, mais aussi Gabriel Labelle quand il découvre son montage, le pouvoir de ces scènes où il monte, où il voit, où il fabrique, c'est très très bon ça, c'est très très bon, c'est génial, presque une mise en abîme, il se montre filmé, il se filme en train de se filmer dans ses souvenirs, c'est génialissime ça. C'est un film somme, oui, voilà, et je ferme ma zone spoiler, j'ai oublié de la fermer, je sais plus, bon c'est pas grave, au pire je l'ai refermé avant. C'est un film somme d'un auteur qui s'est posé des questions et qui a essayé de pardonner aussi. C'est pas pour rien qu'à la fin, le film, à la fin du générique, il faut rester jusqu'au bout. Cette œuvre est dédiée à son père. Parce que le père absent pendant toute sa carrière, peut-être qu'il regrette de l'avoir marqué comme ça. Et puis par rapport au personnage féminin qu'il n'a pas réussi à mettre en avant toute sa vie, peut-être qu'il s'en veut aussi, quelque part. Et ce film-là,
fonctionne sur plusieurs degrés. Oui, oui, il se rend hommage aussi. Enfin, il met ses obsessions-là et on sait d'où il vient, on sait comment il a progressé, il n'y a pas de surprise, on est là. Mais aussi, il se remet en question sur ce qu'il a pu penser, ce qu'il a pu vivre. C'est presque une psychanalyse, ce film. Et en cela, The Fabelmans est d'une importance capitale pour les gens qui adorent le cinéma de Spielberg. J'ai envie de dire que c'est une déclaration d'amour au cinéma. Oui, mais à son propre cinéma, mais aussi une remise en question. Oui, j'ai fait exprès d'utiliser le terme déclaration d'amour au cinéma parce que tout le monde le dit ces derniers temps. Mais là, c'est pour les fans, en tout cas, une déclaration d'amour au cinéma de Spielberg. Mais c'est aussi une réflexion sur le cinéma de Spielberg. Une réflexion sur l'homme et l'artiste à la fois. Je pense qu'en faisant ce film, son petit cœur a dû saigner 2-3 fois. Et il a dû se sentir soulagé aussi, une fois terminé, je pense. Enfin bon, voilà, c'est mon point de vue en tout cas sur The Fabelmans. Et puis maintenant, je vais lire et regarder des trucs sur ce film, parce que je pense que il y a des choses qui m'ont forcément échappé sur le premier visionnage, mais voilà, c'est prégnant en moi. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de The Fabelmans? Est-ce que en tant que fan de Spielberg, vous avez aimé? Est-ce que même si vous avez du mal d'habituer avec Spielberg, vous avez aimé ou pas, détesté? La parole est à vous, j'ai hâte d'en parler avec vous en commentaire, bref, en échange. À la prochaine, ciao.